Bonjour à tous, bienvenue dans cet après-midi du FinTech Community édition juillet 2020. Donc c'est la suite des éditions de ce matin où on a eu pas mal de tables rondes extrêmement intéressantes. Pour ceux qui les ont ratées, elles seront en replay, hein. L'intégralité des tables rondes seront disponibles en replay sur notre site et on communiquera sur nos réseaux sociaux aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et LinkedIn, Finance Innovation. Cet après-midi, donc, nous introduirons les fintechs qui ont été labellisés par le pôle Finance Innovation au cours du premier semestre 2020. Donc, il faut savoir que le pôle compte 6 filières, donc l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, l'immobilier, l'économie sociale et solidaire, et, euh, le métier du chiffre et du conseil. Voilà. Donc sur ce flux-là, donc cette session, on verra les labellisés en assurance, en métier du chiffre et du conseil et en économie sociale et solidaire. Voilà. Et pour l'autre flux, ce sera donc les trois autres filières. Je vous communiquerai le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. Voilà. En introduction de cet après-midi, Monsieur Reda nous a fait l'honneur d'être présent. Merci, merci beaucoup à lui. Je vais donc lui laisser la parole une dizaine de minutes pour qu'il se présente et qu'il présente sa keynote. Voilà. Merci à tous. Bonjour à tous et merci infiniment Clément. Moi, je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer devant vous depuis l'Assemblée nationale lors de ce FinTech Community qui est organisé par le pôle Finance Innovation. Alors, je sais que c'est une manifestation importante pour vous, biannuelle. Alors, je ne sais pas si elle est tombée la bonne année, mais en tout cas, elle vous permet, je pense, plus que jamais de réfléchir aujourd'hui à comment redessiner les contours de la finance grâce à l'innovation. Et je pense que l'échange de vues que vous avez aujourd'hui avec l'ensemble de l'écosystème financier doit être très à propos et que vous n'êtes pas déçu du voyage ou plutôt du flux, tant la période que nous vivons remet en cause les certitudes et surtout à accélérer des mutations qui avaient bien de la peine à émerger. Alors, ce qui nous réunit cet après-midi, c'est la préoccupation, je pense, d'une reprise la plus rapide possible de notre économie et de l'emploi en France, suite à ce qui restera comme un choix humaniste de privilégier la santé à la productivité. Alors chacun d'entre nous, dans son ménage, son entreprise, son mandat d'élu, pour ce qui me concerne, a pu observer la violence du choc qui a séparé la France en un archipel de situations en fonction des catégories sociales, en fonction des secteurs d'activité, en fonction des caractéristiques géographiques et sociologiques de nos territoires. Et la réponse que l'on doit reconnaître rapide de l'État dès mars 2020 ne pouvait être qu'imparfaite face à ce qui a été totalement imprévisible et face à cette diversité des situations humaines, économiques qui étaient à traiter. Alors, bon, moi, je suis député membre de la commission des finances, donc je n'ai pas chômé avec mes collègues pendant la période du confinement, puisque nous avons eu 3 lois de finances rectificatives, c'est-à-dire une adaptation du budget de l'État au bouleversement des grands équilibres macroéconomiques et l'adaptation à la réalité des mesures qui étaient à prendre. Et c'est en ça que je voulais un peu planter le décor pour venir ensuite à la manière dont les fintechs peuvent être des appuis, des relais et des compléments très utiles à la situation. Alors, vous savez que nous avons eu une première loi de finances rectificative fin mars, qui a été en quelque sorte l'urgence, 45 milliards d'euros de mesures. D'abord, le chômage partiel, évidemment, le fonds de solidarité qui a été des aides directes en fonds propres aux entreprises les plus touchées, et puis les fameux PGE, les fameux prêts garantis par l'État, mais qui ont rapidement posé des questions, et on en revient à la diversité des situations à traiter, parce que il a fallu identifier le pour qui, le pourquoi, le comment, le délai de traitement, que faire pour les entreprises en cas de refus, et finalement le dispositif du PGE, qui a été un dispositif monté extrêmement rapidement dans l'urgence, qui a été amélioré en continu, a quand même été pour la plupart des entreprises un manque de visibilité. Et d'ailleurs, on peut imaginer et on peut dire même que beaucoup d'entreprises n'ont pas eu accès à des aides de l'État en la matière, et notamment au PGE, notamment les entreprises qui, au vu de leurs engagements antérieurs, n'avaient pas des cotations de crédit et Banque de France à ce moment-là qui leur permettaient d'accéder facilement au plan d'urgence, au plan de sauvetage. Alors ensuite, on a eu le deuxième
la deuxième loi de finances rectificative, c'était mi-avril. Là, on rentrait davantage dans la relance, notamment des grands comptes, des grandes entreprises de l'État, avec les grands plans qui ont été annoncés pour sauver Air France, pour sauver Renault et pour éviter dans un tas d'entreprises stratégiques l'entrée au capital de fonds étrangers notamment. Et puis nous sommes en ce moment à l'Assemblée nationale dans l'examen de la troisième loi de finances rectificative qui, elle, entre davantage dans la période de sauvetage sur le plus long terme, avec 133 milliards d'euros de mesures, un déficit public qui atteint les 250 milliards du produit intérieur brut et en réalité, nous sommes maintenant face à l'aggravation réelle de la crise économique qui résulte directement de la période que nous avons vécue, qui résulte aussi d'une période de déconfinement que l'on peut juger un peu plus lente, un peu plus rigide qu'ailleurs, et notamment par rapport à nos voisins européens qui obligent le gouvernement à présenter ce plan de loi de finances rectificative aujourd'hui. Un projet de loi de finances rectificative qui entérine l'idée qu'il n'y aura pas de reprise en V de l'économie. C'est quelque chose auquel peut-être certains ont cru au moment du confinement. Actuel, que le gouvernement assume désormais une récession très forte, moins 11% de PIB, un déficit, je l'ai dit, très fort, là aussi 11% de PIB, et un chômage qui va s'installer comme une donnée durable et irréfutable, lui aussi à 11%. Voilà, c'est les 3 fois 11% qui ne nous rendent pas très optimistes, mais je sais que vous allez aider à relever cette situation parce que on comprend que les histoires initiaux de rebond économique rapide ont été douchées et que le retour à meilleure fortune économique se fera via le fameux triangle des réassurances, c'est-à-dire la confiance des ménages, la solvabilité des entreprises et la soutenabilité de nos dettes. Alors, la relance est-elle suffisante? Je l'ai dit, la moitié des entreprises, la moitié des 4 millions d'entreprises en France n'ont pas bénéficié, outre le chômage partiel, de dispositifs d'aide d'urgence, notamment du plan garanti par l'État. Des entreprises ont vécu sur leur trésorerie, ont réduit leur train d'activité, mais aujourd'hui, les mesures qui sont annoncées par le gouvernement sont peut-être insuffisantes pour assurer la pérennité des entreprises. Les exonérations de charges, les reports de charges, les exonérations territoriales sont encore cantonnées à certains secteurs d'activité et au bon vouloir souvent des collectivités territoriales qui ont la main sur les territoires. Et puis d'autre part, je le disais, notre plan de relance, notre plan de soutien, il est encore en deçà de ce que font nos voisins européens, mais c'est aussi parce que notre situation budgétaire qui depuis longtemps déjà ne nous permet pas d'aller au-delà d'une certaine ambition. Les aides en quasi-fonds propres aux entreprises, c'est 8 milliards en France, c'est 50 milliards en Allemagne. Le PGE, il est garanti à 100% en Allemagne. Alors même si nous avons le dispositif de chômage partiel le plus généreux d'Europe, on voit bien qu'il faut aujourd'hui sortir des dispositifs pour aller vers des dispositifs de vraie relance, au risque de rester dans un chômage qui ne sera bientôt plus partiel du tout. Alors quel peut être le rôle de la FinTech dans ces conditions? D'abord, il faut dire que le numérique a sauvé le monde et que sans numérique, il n'y aurait eu ni confinement, ni poursuite des circuits logistiques, ni entreprises et emplois sauvés. Et parallèlement à ça, il y a eu une véritable montée en puissance de la crédibilité des outils numériques qui étaient peut-être jugés par l'économie traditionnelle comme des gadgets ou comme des éléments qui limitaient leur productivité alors même qu'ils promettaient autre chose. Et là, on voit bien qu'il y a eu des obligations au pied du mur de se tourner vers des dispositifs innovants, y compris à l'échelle des particuliers ou des organisations non lucratives. D'ailleurs, on a vu le succès du financement participatif et l'explosion des cagnottes en ligne, mais les entrepreneurs qui ont été confinés avaient besoin de réponses rapides et voulaient parer au plus pressé pour trouver les moyens de continuer leur activité et de la mettre entre parenthèses dans les conditions les plus sûres possibles. Et face à ça, les solutions de financement qui étaient proposées par les fintechs étaient souvent peut-être mal connues, des entreprises ou jugées moins crédibles que les banques traditionnelles, ont eu une lumière particulière, même si les banques traditionnelles bénéficient de leur ancrage territorial, de leur connaissance des réseaux, qui peut-être manquent encore au secteur de la tech. Donc, dans cette situation-là, on voit bien que le tissu économique, et en particulier le tissu économique local, moi je suis aussi un élu local avec
ces emplois qui aujourd'hui sont lourdement touchés, les entreprises de proximité qui sont nécessaires à la vitalité de nos centres-villes, des communes urbaines, périurbaines et même de la ruralité. On voit bien qu'elles demandent aujourd'hui des nouvelles solutions et des solutions qui surtout permettent d'éviter un endettement trop massif pour l'avenir, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des entreprises qui vont se trouver face à de nouvelles menaces. Et comme on a eu la menace de la seconde vague d'épidémie, on aura peut-être la menace de la seconde vague de la crise économique, et des entreprises qui vont être rattrapées par l'URSSAF, par leur loyer, par le report des mensualités de crédits déjà existants et des diverses charges qu'elles ont avec leur mois de chiffre d'affaires en réalité non réalisé. On voit bien qu'il y a un risque de surendettement très fort et qu'il faut des solutions souples qui assurent leur crédibilité. Alors, en parlant de crédibilité, moi, je crois totalement en la crédibilité des solutions qui sont apportées par les fintechs. Je pense que c'est avant tout une question de discours, c'est une question de rassemblement, fût-il virtuel, et de labellisation que vous octroyez, et c'est important pour l'éco médiatique et politique. Je crois que nous ferons face bientôt à une menace des baisses de crédit ou des réductions de l'assurance crédit pour les entreprises, et que malgré l'optimisme qui nous réunit, nous nous retrouvons face à un risque très important de défaillance des entreprises aujourd'hui, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient innovantes. Nous avons besoin de solutions de financement pérennes pour les entreprises, d'un effet levier pour que les clients qui sont les vôtres puissent se financer et assurer leur durabilité, et surtout la création de champions français des fintechs, parce que c'est indispensable à la reprise économique, à la création d'emplois, à la souveraineté économique et aussi numérique de notre pays, et aussi pour les entreprises que vous accompagnez, qui sont peut-être sur des modèles plus traditionnels, mais qui pourront aussi accélérer leur reprise et leur création d'emplois en étant moins dépendantes de circuits traditionnels d'endettement. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis là pour vous donner un message à la fois de confiance, de vigilance du point de vue des comptes de l'État que j'ai la charge de surveiller et de contrôler en tant que parlementaire, pour vous permettre de créer et d'innover avec le moins de crainte possible. En tout cas, c'est le message que je porte ici à l'Assemblée nationale auprès du gouvernement, et que nous devons être très nombreux à amplifier, et je sais que vous vous attelez à cette tâche. Voilà, donc bon courage pour vos travaux et bon après-midi. Merci infiniment, Monsieur Reda, pour cette introduction. Vous êtes maintenant libre, libre de retourner à vos activités.